Bonjour à tous, il est énarque, inspecteur des finances, et il dit de lui qu'il est la meilleure encyclopédie vivante du monde des affaires. Lobbyiste, banquier, conseiller, il est depuis quelques années l'un des adversaires les plus virulents de la monnaie unique européenne. Bonjour Phil Villain. Bonjour. Alors parlons de la monnaie unique européenne. Justement, Mario Draghi, le président de la BCE, a laissé entendre ce week-end qu'il allait prendre de nouvelles mesures non conventionnelles pour lutter contre l'euro fort et la déflation. Ça doit plutôt aller dans le sens que vous espérez en tout cas. Oui, sauf que le pauvre loup a 2 ans de retard sur ce qui s'est passé. L'euro est structurellement très élevé pratiquement depuis sa création. L'ensemble des gens qui observent l'économie européenne, universitaire, OCDE, FMI, considèrent qu'on a un risque de déflation qui me paraît moi effectivement avéré. Et M. Draghi se réveille seulement. Il faut vraiment être au bord du gouffre pour qu'il se réveille. Et je pense que ces propos ne suffiront pas à faire baisser l'euro de manière significative. De toute façon, pour moi, je pense que non seulement l'euro doit baisser, mais qu'il va disparaître. Donc la baisse ne suffit pas. Toujours sur cette ligne. Pour vous, il n'y a pas d'autre solution que de tuer cette monnaie funeste, comme vous l'avez dit dans une interview récente. Bien sûr. Pourquoi? Pour 2 raisons. L'euro est trop haut, parce qu'il a été calé pour servir les intérêts allemands. Les Allemands avaient un mark. S'il n'y avait pas d'euros, le mark serait à 170 cents de dollars, et le franc serait à 110 cents. La DRAC serait à 40 cents. Bon, et ces pays vivraient. Chacun serait à son niveau de productivité, de capacité, pourrait fonctionner. Donc, l'euro, non seulement est mauvais par son niveau intrinsèquement trop élevé, étant uniquement au service de l'Allemagne, mais l'euro est également extrêmement négatif parce qu'il interdit à l'intérieur de la zone euro, par essence, de faire des dévaluations. Donc nous ne pouvons pas nous ajuster. Nous ne sommes pas, nous, dans la même capacité que l'Allemagne en termes de productivité. Nous ne pouvons donc pas avoir la même monnaie. Donc, bien sûr, il faudrait faire baisser l'euro, ce serait beaucoup mieux. Si, comme je l'ai suggéré vendredi dernier dans une lettre ouverte à M. Renzi, le président du Conseil italien, celui-ci allait voir Merkel et exiger, le disait Urbi et Orbi, que l'euro doit baisser et qu'il faut réformer Maastricht, l'euro baisserait, ça serait bien, ça serait mieux déjà. Il n'a pas répondu? Il n'a pas encore répondu. C'est une lettre ouverte, on ne répond en général pas aux lettres ouvertes. Et pourquoi avoir écrit à Matteo Renzi, mais pas à Manuel Valls? Peut-être que vous comptez le faire. Par délicatesse, mais pour être très clair, j'avais envoyé à Manuel Valls, pour lequel j'ai beaucoup de considération et d'amitié, ma lettre à Renzi. Je lui avais envoyé 10 jours avant qu'elle soit publiée, pour, dans mon idée, l'aider à préparer son discours de politique générale. Vous espérez que ce thème de l'euro et pourquoi pas de la sortie de l'euro sera au cœur des semaines à venir, avant les élections européennes? Parce que pour l'instant, on n'a pas le sentiment que ce soit un thème... Je suis convaincu que ça va venir. Je suis convaincu que ça va venir. D'ailleurs, Manuel Valls, sans reprendre mes suggestions, a évoqué quand même le niveau trop élevé de l'euro. Je lui avais fait une suggestion, c'est une suggestion de quelqu'un qui est un homme de place, que je suis. Je suis réputé être de droite, mais j'aime également que mon pays marche, donc je ne suis pas contre donner des conseils à des gens de qualité, d'une extrême qualité comme Manuel Valls. Et je lui ai suggéré de dire dans son discours de politique générale que la monnaie devait être au service de l'économie et pas l'économie au service de la monnaie. Aujourd'hui, avec la folie de l'euro, c'est l'économie qui doit servir une monnaie forte au seul profit de l'Europe du Nord et de l'Allemagne en particulier. Je suis contre cela. Parlons du discours de politique générale que vous venez de mentionner. La dernière fois que nous nous sommes vus, nous étions en plein divorce entre les patrons et François Hollande, en plein marasme. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'atmosphère s'est améliorée? Est-ce que le pacte de responsabilité a réellement changé la donne? Je ne crois pas. Je voudrais d'abord dire un mot sur le discours de politique générale. Je suis heureux que le président de la République ait fait le choix difficile, douloureux pour lui, de nommer Manuel Valls. Manuel Valls est quelqu'un de grande qualité. Manuel Valls réfléchit. Nous étions avant dans le degré 0 de l'efficacité au niveau du Premier ministre. On en venait à regretter Edith Cresson. On retrouve ici un Premier ministre de talent. Il sait parler, il sait écouter, il sait faire des choses. Le discours de politique générale, j'en ai été déçu. C'est normal, je suis un homme de droite, j'aurais voulu qu'il fût plus libéral. Je reconnais tout de même que ce discours est un progrès. Ce que je regrette dans ce discours essentiellement, c'est qu'il y ait trop peu de choses concrètes immédiates. Le pacte, j'ai toujours pensé que ce pacte, M. Gattaz n'aurait jamais dû le signer. Pourquoi? Parce qu'il eût fallu commencer, avant de signer ce pacte, par revenir sur les mesures contre les patrons et les entreprises qui ont été prises depuis 2 ans. Rien n'a été fait. Vous pensez à quelle
Quelle mesure en particulier? Tout ce qui concerne, par exemple, la fiscalité des entreprises et des personnes. L'alignement sur fiscalité du capital et du travail. Qui fait qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise qui possède son entreprise est taxé doublement en France de ce qu'il le serait s'il habitait l'Allemagne. Et si moi j'habitais Londres, je paierais 10% des impôts que je paye aujourd'hui si je distribue des dividendes. Bon. Donc on a une situation qui est complètement mauvaise. Et quant aux mesures de baisse des charges sur les salaires, elles sont insuffisantes. De toute façon, pour moi, la seule manière de rétablir la compétitivité de notre économie, c'est une dévaluation. Une dévaluation entraînerait un effet massif, tant vis-à-vis de la grande exportation. Si aujourd'hui l'euro vaut près de 1,40, le franc vaudrait 100 à 110 cents de dollars, en dollars, et nous serions immédiatement compétitifs. C'est surtout par rapport à l'Allemagne. Si l'euro explosait, l'Allemagne aurait une monnaie très forte, trop forte, à 170 cents, nous serions à 110, immédiatement l'industrie, les services français repartiraient face à l'Allemagne. Et donc, nous aurions immédiatement une reprise de l'emploi. Je l'ai écrit à Manuel Valls, j'ai la possibilité d'échanger avec lui. Je lui ai dit, comme je l'ai écrit dans le Figaro à Renzi, tu ne réussiras pas à retourner la courbe du chômage sans explosion de l'euro. J'en suis intimement convaincu. Jean-Pierre Levade, pardon de vous interrompre, Jean-Pierre Levade ce matin dans Les Échos, dans un point de vue, dit que la seule façon de s'en sortir, c'est d'aller beaucoup plus loin que ce pacte de responsabilité et d'en venir à une modération salariale pour tous les secteurs de l'économie. Vous êtes d'accord avec lui? Je suis d'accord sur la modération salariale, mais je pense que la seule manière de faire quelque chose qui soit sous anesthésie et qui permette de faire un choc de compétitivité sans qu'on ait à ruiner les gens comme on l'a fait en Espagne, au Portugal et en Grèce, puisque vous citiez l'article de Perlewald, j'en cite un autre dans le Financial Times de ce matin de Wolfgang Münchau, avec lequel je suis toujours d'accord dans ses analyses, qui explique que maintenant la Grèce devrait évidemment abandonner le paiement de sa dette et sortir de l'euro pour relancer son économie. Elle n'a aucune chance. Qu'est-ce que c'est que ces soi-disant redressements de l'Europe du Sud? J'ai un ami qui est dentiste à la Grande Canarie. Envoyez un de vos confrères des Échos le visiter. Je l'avais encore au téléphone l'autre dimanche. Son chiffre d'affaires a baissé en 4 ans de 70%. Les Espagnols ne peuvent même plus se faire réparer les dents. Les jeunes s'en vont. C'est ça le redressement de M. Draghi. C'est l'effondrement de l'Europe. Comme je le disais dans ma lettre au président du Conseil italien vendredi, le choix des jeunes Européens en dehors de l'Europe du Nord sera soit d'être au chômage dans leur pays, soit de partir vers l'Allemagne. Belle perspective. Un mot pour finir, Philippe Villain, de cette séquence SFR Bouygues Numéricable. Martin Bouygues a eu ce week-end des mots très durs, pour revenir sur cette affaire, en disant qu'il y avait eu des problèmes de gouvernance manifestes, que l'ED était pipé et qu'il avait eu le sentiment d'être manipulé, si je résume son propos, par Jean-René Fourtou dans cette affaire. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu des problèmes de gouvernance, effectivement, et que ce genre de séquence peut nuire à l'image de la place parisienne? Premièrement, je n'étais pas un des conseils de l'opération, je suis plus proche du groupe Orange et je n'avais pas de rôle dans cette affaire. 2, je l'ai suivi de très près, autant que je puisse en juger. On n'est pas dans une affaire de marché de coupe de bois ou d'attribution de marché public, on est face à un grand corporate, une grande entreprise qui vend un actif. Je pense que les choses ont été menées de manière tout à fait correcte par le groupe Vivendi. Ce que Martin Bouygues n'a pas vu, peut-être était-il mal conseillé, c'est qu'il s'est tiré un obus dans le pied le week-end où il a vendu à Xavier Niel son réseau pour rien. Il a ainsi permis, il aurait ainsi permis, s'il était allé au bout de ce projet, à M. Niel de baisser encore les coûts de la téléphonie mobile. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi le ministre de l'Industrie, M. Montebourg, a soutenu ce projet, puisqu'il aboutissait certes pour les consommateurs probablement à des prix encore plus bas, mais à la ruine définitive d'un secteur qui a été plombé par M. Fillon en créant la 4e licence. Et donc je pense qu'en créant ces conditions, il ruinait de lui-même le projet SFR Bouygues, qui aurait été un mastodonte face à un cheval léger doté d'un réseau offert par le groupe Bouygues. Si vous deviez le conseiller demain pour rebondir? Pour rebondir, d'attendre que M. Niel soit obligé de construire un réseau. Si M. Montebourg veut être utile, il faut qu'il s'adresse à l'ARCEP et qu'il fasse comprendre à l'ARCEP qu'on ne peut pas faire de téléphonie sans réseau et que l'ARCEP arrête de laisser M. Niel ne pas construire de réseau. Merci beaucoup, Philippe Villain. À bientôt.